Donc, Big Data renvoie à explosion de la donnée, qui a un développement exponentiel sous l'effet de ce qu'on va appeler, ce que les gens appellent le Big Data. Le Big Data renvoie en fait à typiquement la réalité du monde Internet aujourd'hui, c'est que on est noyé de données et le tout est qualifié par trois grands types de, on va dire, de réalité, ou quatre grands types de réalité qui renvoient selon les présentations, soit au 4V ou au 3V. Et ce qu'on entend par les 4V ou les 3V, c'est tout simplement la, trois choses d'abord, trois ou quatre choses. Le premier point, c'est le premier V renvoie au volume de données qui est produit régulièrement via l'échange de données entre serveurs. La vitesse de cette production de données, qui a fortement évolué dans les années passées et qui est exponentielle. La variété des types de données. Il fut un temps, au début d'Internet, on échangeait essentiellement du texte. L'image a repris sa domination au travers d'images, de photos, mais bien évidemment, on assiste depuis maintenant 7-8 ans à une explosion de données plus visuelles au travers de la vidéo, par exemple. Et puis finalement, ce que les Américains appellent veracity, ou les anglo-saxons veracity, c'est quelle est la nature de l'information qu'on peut véritablement croire pour pouvoir décider. Le big data renvoie à la capacité des médias et d'Internet en particulier à produire énormément de données très très vite, de nature différente, et même si on a énormément progressé dans l'utilisation et le traitement automatique de données textuelles, l'un des challenges, c'est bien évidemment le traitement automatique des données visuelles. Et la réalité du big data renvoie à tout ce qu'on entend par intelligence artificielle, c'est la mise à disposition d'algorithmes et d'outils qui vont permettre de faire la part des choses entre le trop de données et la bonne information qui vont permettre aux marketeurs de décider. Je ne rentrerai pas plus là-dedans, dans les détails. Ce sera plus largement évoqué par un autre enseignant qui va vous parler d'intelligence artificielle et de traitement de données en particulier, mais de façon peut-être plus marquante. Dans la réalité, il y a trois types de données qui vont être importantes pour l'annonceur. Et peut-être que vous en avez entendu parler au travers de vocables qui sont les données de type first party, les données de type second party data et les données de type third party data. Alors typiquement, on a eu l'occasion d'échanger très largement précédemment sur l'environnement du display qui a fortement évolué sur les 20 dernières années et qui a donné lieu aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle façon d'acheter et de vendre de la publicité au travers de ce qu'on a évoqué, qui sont les ad exchange, et qui sont en fait d'immenses places de marché où ce que l'on achète, et ce que l'on vend, des profils d'individus qui sont qualifiés par des cookies et qui vont être le moyen pour les annonceurs et les agences de potentiellement de plus en plus personnaliser un envoi de publicité grâce à une base d'informations que le cookie recèle. Mais trois types de données existent et qui vont avoir une importance plus ou moins importante pour les annonceurs. Alors, le first party data renvoie aux données qui appartiennent véritablement aux annonceurs, dont ils sont propriétaires. Et en particulier, naturellement, on va attribuer à ces données de type first party data la valeur la plus importante, à savoir que ce sont des données qui vont être échangées et directement mises à disposition à l'annonceur via un individu qui va consentir à donner des informations dans le cadre, logiquement, d'un traitement qui doit être bien spécifié. Je vous renvoie, on parlait du RGPD tout à l'heure, je vous renvoie à l'encadrement légal du RGPD, en tout cas en Europe, qui va logiquement encadrer l'ensemble de la privacy ou l'ensemble de l'éthique autour de l'utilisation de la donnée. Ce sont les données généralement les plus riches. Pourquoi? Parce que logiquement, c'est un échange qui va directement émaner d'un individu qui est prêt à donner ces informations à un annonceur dans le cadre d'une relation qui est en train d'être établie. Et typiquement, quand vous enregistrez sur un site web, et que vous créez un compte utilisateur, typiquement, ce qu'on va appeler les données de type first party data vont être l'ensemble des informations qui vont être remises à disposition du site lorsque vous allez mettre en place votre profil utilisateur. Soit dit en passant, d'ailleurs, souvent, on nous demande beaucoup de choses qui n'ont pas a priori d'informations
ou de valeur très importante dans le cadre d'actions marketing à venir. Et la plupart du temps, peut-être qu'on aura l'occasion de donner des exemples plus tard, on va se retrouver dans un traitement relativement basique de l'information plutôt que de s'intéresser à la réalité de la relation que l'individu peut avoir avec une entreprise, une société ou une catégorie de produits qui devrait permettre à l'annonceur de pouvoir maximiser la qualité de l'échange et des propositions commerciales ou non qui vont lui être faites. Donc, premier type d'information, c'est de l'échange direct d'informations qui sont déclarées par un individu, typiquement lorsque vous créez une fiche utilisateur. Font partie de ces données de type First Party Data l'ensemble des données de navigation dont on va disposer à partir logiquement, par exemple, d'un outil comme Google Analytics, mais il y en a d'autres comme Omniture, comme AT Internet, l'ex-Xiti en France, par exemple, qui vont être logiquement d'une information importante et chacun des sites va devoir potentiellement exploiter ces informations pour pouvoir mieux comprendre la nature des visiteurs qui viennent sur un site, l'intérêt qu'il va pouvoir dégager par rapport à ce site. Et donc, le point important ici, c'est que l'ensemble des informations de navigation sont considérées comme des données de type First Party Data. Dans tous les cas, quelle que soit la nature de la donnée, soit déclarée, soit observée au travers de l'observation et de l'enregistrement des données de navigation sur un site, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'elles sont considérées comme des données de type First Party Data. Et logiquement, la politique de confidentialité que le site met à disposition de l'individu doit encadrer le rôle et l'utilisation de ce type de données. Et c'est dans ce cadre-là que l'annonceur va, ou pas, utiliser ces données soit de façon purement individuelle ou au contraire, pouvoir remettre un certain nombre d'informations à disposition d'autres parties avec bien évidemment, dans tous les cas, une logique affirmative de la personne qui a remis à disposition ces données. Et c'est pour ça qu'en fait, le deuxième type de données qui est souvent entendu, c'est ce qu'on appelle les données de type second party data. Alors, j'utilise encore une fois du franglais parce que c'est souvent nommé de cette façon-là, même en France et dans les pays francophones. Et donc, typiquement, les données de type second party data sont des données qui ont été pas forcément acquises par l'annonceur lui-même dans le cadre de son action, mais qui ont été acquises par un parti tiers qui a le droit non seulement de les avoir collectées, mais logiquement, c'est vu donner et remis le droit de remettre à disposition des informations qu'il peut revendre à des parties intermédiaires. Et typiquement, pour exemple, une banque peut être tout à fait intéressée par les informations concernant le déménagement d'un client détenu par un fournisseur d'énergie. Et typiquement, ce sont des informations de type second party data que le fournisseur d'énergie va pouvoir remettre à disposition après avoir eu l'aval de l'utilisateur qui a décidé de remettre à disposition une partie de ces informations dans le cadre de démarchage potentiel par un parti tiers. Alors, peut-être qu'il y a certains qui en ont entendu parler, mais il fut un temps, et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, le règne des sociétés qui avaient développé des méga-bases, je pense à une société comme Axiom par exemple, qui collectaient des informations tiers et qui allaient remettre à disposition ces données à des parties tiers, des annonceurs, une banque, l'exemple d'une banque qui va marketer à des clients qui viennent de déménager dans une nouvelle zone géographique afin de pouvoir leur proposer un service particulier lié à leur aménagement particulier. Donc, second party data, des données qui ne sont pas forcément acquises par la société qui va en faire l'usage, mais qui ont été remises à disposition par un parti tiers qui va permettre à cette société d'utiliser ces informations après avoir obtenu l'aval des utilisateurs. Et finalement, les third party data, ce sont typiquement, encore une fois, des informations qui ne contiennent pas de données personnelles, qui ont été acquises, encore une fois, par un parti tiers. Et ces données, encore une fois, de nature très diverse. On ne va pas forcément en maîtriser la qualité, contrairement aux données de first party data, qui, on l'a vu précédemment, sont les données les plus riches, les plus intéressantes, et qui vont permettre de pouvoir mettre à jour des choses par recoupement de profils. Et typiquement, tous les cookies vont rentrer dans cette catégorie de type de données third party data.
Et typiquement, sur l'AdExchange qu'on a vu et qu'on a évoqué dans le cadre du développement de la publicité display, ce qu'échangent les acheteurs et les vendeurs, ce sont des profils d'individus qui sont renseignés par des cookies, et chacun de ces cookies est plus ou moins enrichi par une somme de partenaires technologiques qui, chacun à leur tour, vont venir enrichir un profil d'individu qui va être acheté ou sur lequel une enchère va être mise afin de pouvoir mettre en place une action donnée. Typiquement, les données de type Third Party Data, ce sont des données soit qui sont des données directement issues de cookies, soit des données qui vont être, on va dire, raffinées simplement par rapprochement de profils. Typiquement, si un cookie est renseigné sur un certain nombre de caractéristiques, ces caractéristiques étant communes à d'autres comportements sur des cookies semblables, on va scorer un cookie sur la base d'une ressemblance potentielle avec ce qu'on a en base. Et typiquement, on va de nouveau enrichir cette information pour remettre à disposition un profil. Alors bien évidemment, le tout se fait au travers d'algorithmes de qualification et de calibrage. On est typiquement dans le règne du third party data où le cookie est l'information et la cheville ouvrière de l'ensemble du système. Comme on l'avait évoqué, il me semble, la dernière fois, le cookie, suite à l'annonce de Google qui souhaite, à compter de janvier 2021, rendre le cookie obsolète, bien évidemment, c'est l'ensemble de l'écosystème publicitaire, en tout cas, utilisant un tiers comme Google au travers de Chrome, qui va se retrouver orphelin de sa capacité à pouvoir mettre à jour des cookies de plus en plus intéressants par rapport à la mise à disposition de profils qui vont pouvoir permettre un ciblage plus évident. Voilà. Alors, typiquement, je ne suis pas sûr qu'on ait vu ça la dernière fois. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un cookie? Alors, typiquement, dans un cookie, est-ce qu'on a eu l'occasion d'aborder le contenu d'un cookie ou pas la dernière fois? Quelle est l'information de base que recèle un cookie? Oui ou non? Non, on n'en a pas parlé, non. On n'en a pas parlé. Alors, un cookie, au sens premier du terme, je crois que j'ai un exemple ici. Typiquement, voilà un cookie qui est en l'occurrence un cookie déposé par DoubleClick, qui est le réseau publicitaire de Google, qui va apporter une valeur unique portée par la valeur ici, qui est cryptée ici, hein, 223B27, qui est ici. Et typiquement, ce que je vous montre ici, c'est typiquement le contenu d'un cookie qui est déposé sur un ordinateur tiers, en l'occurrence c'est un desktop, donc un ordinateur distant, et à partir duquel plutôt un tiers, ici le réseau publicitaire DoubleClick, va collecter de l'information. Alors la première type de question, c'est quelles sont les informations de base qu'un cookie va collecter? C'est quoi, à votre avis, les premières informations qu'un cookie va collecter avant même de rentrer dans la navigation? Qu'est-ce qu'un cookie collecte comme information de base sur un ordinateur distant qui accède à un site? C'est quoi les informations de base? Peut-être le temps passé sur un site ou sur un pub. Alors effectivement, ce que vous donnez comme exemple renvoie à l'ensemble des informations qui sont collectées dans le cadre de la navigation, mais avant même de s'intéresser à la navigation, qu'est-ce qu'on fait remonter via un cookie et qui peut être pertinent et intéressant? L'appareil, Effectivement, l'appareil. Donc, est-ce que l'accès se fait via un ordinateur distant de type ordinateur de bureau, un mobile ou une tablette? Premier type de choses. Qu'est-ce qu'on va collecter par défaut avec un cookie, avant même de rentrer dans la navigation? Le temps de connexion, l'horaire. Alors, effectivement, l'heure à laquelle on va se connecter, qui est une information effectivement importante, mais de façon encore plus basique et en renvoyant à la façon dont la machine marche. À votre avis? le navigateur, si c'est Alors effectivement, le navigateur.
Est-ce que c'est Chrome? Est-ce que c'est Safari? Est-ce que c'est Firefox? Ouais. Ensuite, Le lieu. le lieu. Le Et lieu. le lieu, on va généralement le capter à partir de quoi? Qu'est-ce qui va permettre de géolocaliser une L'adresse personne? IP. Effectivement, l'adresse IP qui va permettre de logiquement géolocaliser une personne. C'est quoi le défaut d'une adresse IP? Typiquement, lorsque vous êtes à l'université et qu'on accède tous en Wi-Fi à un site en particulier, qu'est-ce que peut donner comme fausse information l'adresse IP au même site sur lequel on pourrait tous aller en même temps? L'adresse IP Ce donne serait une... plusieurs profils différents sur une même connexion, donc c'est difficile à décrypter. Exactement. Donc effectivement, merci Marie-Claire, l'adresse IP va simplement nous donner une géolocalisation de la fourniture d'accès à Internet sur laquelle un certain nombre d'individus avec plusieurs machines vont pouvoir se connecter. Mais la réalité, en fait, de la collecte d'informations est qu'on va certainement attribuer l'ensemble des visites à un seul même utilisateur qui est référencé par une seule adresse IP. C'est pour ça d'ailleurs que d'un élément, lorsque vous avez plusieurs outils de Web Analytics qui sont censés mesurer un site, le plus connu, c'est Google Analytics, par exemple. Mais si vous mettez deux outils de Web Analytics euh, et que vous êtes en déploiement, que vous voulez tester celui qui va être le plus intéressant pour vous à utiliser au final, la réalité du comptage des visiteurs, des temps passés, va varier d'un outil à l'autre. Pourquoi? Parce que si vous avez compris comment marchait en fait le comptage, c'est encore une fois simplement des appels serveurs entre votre ordinateur et l'accès distant du serveur. La façon dont le comptage va être comptabilisé par chacun des outils va être encore une fois différent. Et peut-être que justement, pour reprendre le point sur l'adresse IP, la réalité du comptage du nombre d'utilisateurs sera peut-être différente selon la façon dont on va remonter l'information. C'est pour ça qu'en fait, pour l'avoir fait il y a très nombreuses années, quand on teste différents outils de Web Analytics et qu'a priori on pense à grosso modo mesurer la même chose, on va mesurer la même chose, mais les statistiques en absolu qu'on va remonter ne sont pas les mêmes. Peut-être que sur 50 000 visiteurs uniques, il y en aura peut-être 53 000 d'un côté et 58 000 de l'autre côté. Et c'est lié simplement au manque de fiabilité, et ce n'est pas péjoratif, c'est la réalité du fonctionnement de la connexion et de la prise en compte du comptage par chacun des deux outils opérants. Donc c'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on a fait le choix d'un outil de Web Analytics, il vaut mieux garder une constance dans l'utilisation ou un minima, essayer de calibrer le passage d'un outil de Web Analytics à un autre pour qu'on n'ait pas de trop grande chute ou augmentation de statistiques de visite en passant d'un système à un autre. Pourquoi? Parce que la façon de comptabiliser les informations, les résultats n'est peut-être pas tout à fait les mêmes, à la fois dans le système, mais par rapport à la réalité du traçage lui-même. Alors, une fois qu'on aura des informations, effectivement, comme on l'a vu sur le navigateur, l'IP, on va collecter des informations aussi sur la langue du navigateur, parce qu'on peut très bien se situer en France, mais avoir un navigateur en anglais, et bien évidemment, on va pouvoir servir un contenu qui va a priori automatiquement se personnaliser par rapport à la visite de l'individu en proposant le bon langage et à minima en déployant une version mobile du site si l'accès est mobile, par exemple. Okay. Deuxième grand type d'informations qu'un cookie va collecter sont les informations sur les moments de connexion et les informations sur le temps passé et qui vont être un moyen également de réenrichir un profil par la suite. Sachant qu'un cookie, je vous le rappelle, un cookie est placé par chaque site ou par chaque centrale de vente d'espace publicitaire comme DoubleClick ici qui va placer de nombreux cookies sur les sites qu'il gère en tant que réseau publicitaire, mais ça sous-entend que sur une même machine, il y a autant de cookies qu'il y a de sites qui ont été visités.
Et donc, c'est pour ça que la réconciliation des cookies, de toute façon, était quelque chose de compliqué. En particulier, si un site ne fait pas partie d'un réseau publicitaire, l'avantage du réseau publicitaire, c'est qu'il va être capable de réconcilier des informations diverses pour pouvoir permettre d'affiner un profil. Okay. Voilà comment fonctionne un cookie. Est-ce qu'un cookie fonctionne sur un accès distant, sur un mobile? Est-ce que, une fois que vous accédez à un contenu via votre téléphone mobile, votre mobile va être marqué d'un cookie à vie? Non, je crois pas. Je crois que la dernière fois, justement, on avait dit que les cookies restaient sur desktop, mais pas sur mobile, en fait. Alors effectivement, les cookies vont rester sur le desktop, même lorsqu'on va fermer le navigateur sur un accès mobile, que ce soit tablette ou mobile, le cookie ne va pas rester. Dès qu'on va fermer le navigateur, le cookie va disparaître. D'où le seul moyen d'identifiant unique va se retrouver sur un mobile ou sur une tablette, sur l'operating system. Et encore une fois, les grands gagnants de l'histoire, ce sont l'ensemble des opérateurs mobiles, non pas les opérateurs mobiles, mais les fournisseurs de systèmes d'exploitation, et je pense typiquement à Android et Apple, avec iOS, qui vont être capables de mettre en place des identifiants uniques qui sont propres à leur propre système de navigation et qui vont a priori être peut-être les mieux placés pour faire de la pub sur un mobile. Et c'est ce que je viens de mettre ici pour le rappeler. Donc, dans le cas des apps, un autre point aussi, les cookies sont intra-apps. C'est-à-dire, lorsque vous ouvrez une application, bien évidemment, cette application va pouvoir placer un cookie, mais ce cookie ne sera accessible, n'aura de valeur que pour l'application qui aura déposé le cookie. À minima, l'intérêt, c'est que l'application pourra chaque fois revenir à des informations de consultation qui sont propres à l'individu qui aura consulté sur des intervalles plus ou moins réguliers, un contenu qui va peut-être être divergent d'une consultation à une autre. Et peut-être de pouvoir mettre à jour un profil d'utilisation entre le moment où l'appli a été téléchargée et le moment où l'appli commence à être utilisée. Pour peut-être, par exemple, typiquement, mettre à jour quel est le type d'information que les premiers utilisateurs, lorsqu'on installe mon application, quels sont les types d'informations qui sont avant tout consultées. Quels sont les autres types d'informations qui sont consultées par la suite. Et donc, va permettre à la personne qui va mettre en place l'accès à l'information et l'organisation du contenu d'information dans l'appli, peut-être de mettre à disposition une information plus visible pour les utilisateurs qui sont plutôt dans le début d'utilisation de l'appli, en mettant en avant des informations les plus pertinentes plutôt que de noyer ces informations sur parmi un certain nombre d'autres types d'informations qui seront peut-être plus utiles si on devient plus utilisateur de l'appli. Et donc, le tout renvoie encore une fois à l'utilisation et l'optimisation de l'ergonomie de la mise à disposition du contenu selon le profil de l'utilisateur. Et c'est pour ça que le cookie, lorsqu'il est bien utilisé, peut être utile lorsqu'on est dans une utilisation de cookies intra-app en particulier. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que les cookies ne communiquent pas entre eux d'une appli à une autre. OK ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Oui, moi j'ai une question. Pourquoi sur les desktops, les cookies, ils se remettent pas à 0 à chaque fois? Alors, c'est une bonne question parce que la durée de vie d'un cookie est directement fixée par son émetteur. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un cookie, supposons que je m'appelle le site L'équipe, je vais marquer la durée de vie du cookie. Et typiquement, vous voyez dans l'exemple du cookie ici, on a fixé une durée de vie qui a 2 ans. Donc, logiquement, le cookie va être actif durant cette durée de vie telle que l'émetteur, si c'est le site L'équipe, ici c'est double-clic. Mais l'autre point, c'est que ce qui peut se passer, bien évidemment, c'est que le cookie peut disparaître si l'utilisateur a décidé d'effacer ses cookies. Donc, je vous rappelle qu'il y a à peu près un tiers des utilisateurs qui effacent régulièrement leurs cookies. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le cookie n'est pas forcément toujours néfaste. Hein.
avoir un site qui vous reconnaît lorsque vous revenez, c'est plutôt bien et ça vous permet peut-être d'éviter de vous réenregistrer chaque fois, par exemple. Mais souvent, les cookies sont également, comme ils sont la cheville ouvrière du système de l'éco-publicitaire, de l'écosystème publicitaire, bah, peut-être que les gens les effacent régulièrement, mais comme c'est certainement le cas pour un certain nombre d'entre vous, c'est que peut-être vous acceptez vos cookies, mais peut-être vous avez aussi un bloqueur de publicité. Et donc, même si vous avez des cookies, les pubs que l'on vous montre ne chargent pas parce que vous avez mis un bloqueur de publicité. Et puis, il y a une autre astuce, j'imagine que peut-être qu'il y en a certains qui l'utilisent. Il y a des gens peut-être qui vont décider de naviguer en navigation privée sur un site. Vous pouvez le spécifier dans votre navigateur. Et dans ce cadre-là, logiquement, on ne peut pas placer de cookies. Je crois qu'on peut également passer totalement transparent en termes de navigation. Je crois pas qu'on puisse, au travers de la navigation masquée, bloquer son adresse IP, mais à minima, on peut ne pas accepter les cookies. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, très bien. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse,